Lorsqu'il y a 30 ans, les Nations Unies adoptaient la Déclaration des droits de l'enfant, elle donnait à la communauté internationale un outil de travail exceptionnel afin de protéger l'égalité, la dignité et les droits élémentaires des enfants du monde. C'était le 20 novembre 1989 à la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce jour-là, le monde rêvait de garantir des droits aux enfants et de les protéger contre toute forme d'exploitation et d'avilissement. Les Nations Unies affichaient leur volonté de résoudre définitivement le problème des enfants vivant dans la rue. 20 ans plus tard, ils sont toujours 150 millions, dont 60 millions abandonnés par leurs familles, livrés à eux-mêmes, sans toit ni loi. Le Maroc, qui a ratifié en 1993 la Convention internationale des droits de l'enfant, est confronté depuis des années au problème des enfants des rues. Ils sont toujours entre 15 et 30 000 à vivre dans les rues du royaume. Nous sommes à Casablanca, Casa la Blanche, le poumon économique du pays, où cohabitent modernité et misère. Casa ou la cité de la rue. Ils sont environ 7000 enfants à vivre dans les rues de la ville, soit 10% de la population. Parmi eux, Abdelkader, 8 ans, et Adam, 13 ans. Des enfants désœuvrés, à fleur de peau, qui passent leur journée à arpenter le bitume, flâner ou se bagarrer, parfois pour un rien. Pour vivre, pour manger, ils se débrouillent comme ils peuvent. Parfois cireurs de chaussures, mais le plus souvent ils mendient, et faire la manche peut leur rapporter les jours de chance jusqu'à 10 €. ليش عطاتك انت؟ عطاتك الدريه 40 ريال انا عطاتني درهم. عدك 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 الله يش تعال لا ما تمشيش حداهم ما تمشيش حداهم ما تمشيش حداهم. Adam vit dans la rue depuis l'âge de 10 ans. Un matin, sa mère l'a amené à la gare, puis elle est repartie sans se retourner. Depuis, il n'a plus jamais quitté l'endroit et passe ses journées à être rejeté par la population. Quand ils te voient sale comme ça, les gens disent « Va-t'en, je n'ai pas de monnaie, que Dieu t'aide ». Que vas-tu faire avec l'argent? Le sniffer, te droguer? Tu veux fumer l'argent? Il y a ceux qui te donnent et ceux qui te frappent. Battus, insultés, c'est malheureusement le lot quotidien de ces enfants. Les Marocains n'en veulent pas et les accusent des pires crimes. Ça gêne parfois, parce qu'il y a des enfants, des agresseurs, des voleurs, des délinquants qui peuvent faire n'importe quoi, parce qu'ils sont généralement drogués. Dans les quartiers populaires, ça paraît un petit peu normal. Par contre, dans les grands quartiers, par exemple ici à Maarif, au centre-ville, c'est quelque chose, au niveau des corps, c'est inacceptable. À l'étranger, on donne des droits aux animaux. On donne des droits aux animaux et nous, on ne donne même pas ces droits aux personnes respectables et aux enfants. On les méprise. Les Casablancais espèrent donc qu'un jour leur ville sera débarrassée des enfants des rues. C'est impossible, il y aura toujours des enfants dans la rue. Il y aura de nouvelles naissances, un petit gars qui se retrouvera un jour dans la rue. Il y en aura jusqu'à la fin du monde. Cette vie de la rue, Adam l'a mise en chanson. البيئة قدامنا باغي انسان اخر ماشي الاخر باغي البيئة نشوف البيئة. 8 heures du matin à la gare Oualadiane. Chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants fuyant la misère des villages
le chômage débarque ici à la conquête de l'Eldorado casablancais. Une soixantaine d'enfants des rues âgés de 10 à 17 ans vivent dans et aux abords de la gare. Des enfants souvent protégés par des adultes qui oublient leur galère dans la drogue. Depuis 1995, l'association Baïti, qui s'est donnée pour mission de réinsérer ces enfants dans la société, s'occupe d'eux. C'est la seule à Casablanca. Ce matin-là, 2 éducateurs de l'ONG recherchent les enfants. À peu près entre 12 et 13 et 14 ans. Les autres, ils sont dormis. Les autres, ils dorment en dessous du sous-sol. Dans le café? Dans le café. Rachid et Hamid viennent ici tous les matins. Depuis 2003, l'association a installé un bureau dans les locaux de la gare pour recevoir les enfants. Les gamins de la rue dorment ici, sur des chaises ou à même le sol, dans le bruit. En une dizaine de minutes, Rachid et Hamid en récupéreront une dizaine. À chaque fois, on est sur place, donc on accueille les enfants. Donc la première des choses à offrir aux enfants, c'est le petit-déj. Sinon, ils se nourrissent comment? Ah ben, ils se débrouillent. Hein. Parce qu'ils sont pas très gros, ils sont plutôt maigres. On sait très bien la problématique des enfants de rue, à savoir le manque de la nutrition, ça se voit dans leur corps. كنشوفو كيدخل الجامع كنقول ليه والله الا شافرك ابوك شنو كنجيب ربيع ياك واحد نجا طايح كنجيب ربيع كنقول ليه الله يحفظك عندي 3 دراهم عندي 3 دراهم الحمد لله كيعطيني بحال هكا كتخلي ديك 3 دراهم تقول لي 3 دراهم كنقول ليه كنقول لي لا صافي مزيان Malgré les problèmes, malgré la rue, malgré tout, donc il garde toujours, comme vous avez dit, le sourire, oui. Pour nous, ce sourire-là, c'est synonyme de l'espoir. ما يضحك في وسط بحال ضرب شي ورقه جديده وباقي شوي واش ورقه جديده بحال ما تقول خيطتي ورقه جديده حيدتي ورقه ديال الوالد نسيت دابا نسيت هادي شي بحال ما تقول تتنق هذيك. Amin, lui, ne fait pas partie de la bande. C'est un enfant fugueur qui dort dans la rue depuis 2 jours seulement. نقول له شيري راه ما نصلحوش لك راسي نرجع لك انت باقي لك الوقت صافي لا الصراحه نقول له انا غادي تشوف ما كيبغيش كان زعما كنتلصقوا به كيكون عنده شي صرف كنتلصقوا به حنا بحال تقول كنلوحو في الاخر. Dans la journée, les éducateurs mèneront une enquête et découvriront qu'Amin n'a fugué que pour fuir l'école. Le soir même, il sera ramené dans sa famille. Pour gagner la confiance des enfants de la rue, pour les aider à se réinsérer et à intégrer petit à petit la structure de Baïti, les éducateurs ont mis en place des ateliers en plein air. Ce jour-là, ils se rendent à la plage pour participer à l'atelier sport. Deux matins par semaine, Rachid, Jafar et Hamid entraînent les enfants dans une partie de football. Ce que j'espère pour vous, c'est que vous deveniez des gens normaux, que vous puissiez rentrer à Baïti et que vous appliquiez les règles. Vous me comprenez ou pas?
C'est-à-dire que ce que nous vous apprenons ici, c'est à appliquer au dehors. Cela veut dire pas d'insultes sur le terrain et pas d'insultes en dehors du terrain. Cela veut dire on ne sniffe pas ici et donc dehors non plus. Il ne faut pas sniffer. Vous comprenez? Nous sommes donc dans une phase de préparation pour que lorsque vous arriverez dans le foyer, vous ayez un minimum de règles fondamentales sur ce que l'on n'a pas le droit de faire. On a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, etc. On est OK les enfants? Depuis 1995, plus de 12 000 enfants ont participé aux activités mises en place par les éducateurs de Baïti. Tous n'ont pas intégré l'association. Ici, chacun est libre de son choix. Après la partie de foot, direction le foyer de jour de l'association. Ici, les enfants se lavent, changent de vêtements et prennent un repas chaud. Donc, qu'est-ce que vous faites là, Rachid? Alors là, on est en train de préparer les vêtements pour les enfants. C'est-à-dire qu'après l'activité sport, donc ils vont partir au hammam et par la suite changer de vêtements. Et ils demandent cette propreté, ils demandent d'être... Oui, certains d'entre eux, ils demandent ça souvent, mais d'autres n'aiment pas. Pourquoi? C'est parce que être sale, c'est synonyme de... C'est pour gagner la pitié des gens. Lorsque, par exemple, un enfant qui est sale, et il aille, par exemple, mendier de l'argent, donc, comment dire, il est en tenue, quoi. Abdel, la casquette, pour manger, c'est obligatoire, on enlève la casquette. Papa! 2 jours auparavant, nous avions rencontré Abdelkader sur la plage, là où il partage sa vie de galère avec sa mère. Tous deux vivent au bord de l'océan et n'ont pour toit qu'une simple toile de tente. Depuis la mort de son mari, la famille de Zineb lui a tourné le dos. Sans formation, elle ne trouve pas de travail, vit de mendicité et de la vente des coquillages qu'elle pêche chaque jour. Sa seule inquiétude est Abdel. Il est intelligent. Il n'a pas envie de souffrir. Il voudrait vivre dans une vraie maison. Une chambre suffirait. Il me dit, maman, juste une chambre avec une clé. Il voudrait aller à l'école et avoir un toit comme tout le monde. Cette situation le fait souffrir. Il souffre pour les autres et en même temps il est tendre avec les autres. Il est touché par les handicapés. Il enlève le pain de sa bouche pour le donner aux autres. Abdel est sensible. Si on l'aide, il aura un avenir. En attendant la clé de la maison, Abdel pêche pour se nourrir. Rien ne mord, ce soir la soupe aux cailloux aura un goût amer. Je vis grâce à l'air de Dieu, aux produits sains et bons que je mange. Les poissons comme les moules qui me rendent fort, ce qui me permettra de vivre jusqu'à la fin du monde. Je ne fais que tourner. 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 Je viens ici et là-bas. Je vais à la mer et je nage. Je saute dans la piscine. Je fais tout ce que ma tête me demande. Je mange et quand j'ai soif, je bois. Je joue avec les chats et les chiens. J'ai peur des autorités, des voleurs, des violeurs. J'ai peur que l'on me fasse du mal. J'ai peur que l'on me tue, que l'on me drogue
et m'embarque quelque part. Chacun peut faire de moi ce qu'il veut. Abdelkader pourrait intégrer Baïti, mais il ne veut pas quitter sa mère, sa seule raison de vivre. Quant à l'association, elle se refuse à intégrer un enfant de force. Quartier général de la PJ de Casablanca. Ce jour-là, les policiers ne s'intéressent pas aux enfants des rues qu'ils raflent régulièrement, mais à une petite bonne exploitée par une famille. Les policiers ont pour mission de la délivrer. La situation de l'enfant a été dénoncée par une voisine. Elles sont 15 000 fillettes à Casablanca, parfois âgées de seulement 5 ans, contraintes de travailler comme bonnes à tout faire pour des employeurs sans scrupules. Mouna aurait 11 ans. C'est à 6 ans qu'elle a été placée par son frère dans une famille. Depuis, sa vie s'est résumée aux souffrances et aux coups. Apeurée, elle ne comprend rien à ce qui lui arrive. Direction le commissariat où l'enfant doit être interrogé par des officiers de police judiciaire en présence de l'assistante sociale de Baïti. L'association s'est portée partie civile dans l'affaire. Les gens qui sont présents ici sont là pour t'aider. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Elle te frappe si tu fais quoi? Comme quoi? Si tu casses un verre, une assiette? Oui. Dis-moi ce qu'elle te fait. Ne répète pas ce que je te dis. Si je le mérite, elle me frappe, c'est tout. Avec un balai. C'est elle qui m'a frappé sur le nez. Qui t'a frappé là, sur le nez? Bouchra, c'est elle qui me frappe. Lors de cet interrogatoire, les policiers constateront de nombreuses traces de coups sur les jambes, le dos, mais aussi des griffures sur le visage de l'enfant. Après 2 heures passées au commissariat, Mouna est enfin confiée à Baïti, qui suit l'affaire depuis une semaine. À son arrivée, elle est accueillie par Najat Njid, pédiatre et fondatrice de l'association. مرحبا بك مرحبا بك عرفتي شحال كنتسناو فيك شحال حنا كنتسناو فيك عبد الرحمن عبد الرحمن سميت نورا بخير يلا اجمل انت دابا هنا فين غتكوني دابا هاد الايام غادي ياك وتلقي راسك ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخاف دابا ما بقات لا جميعه لا ضوي لا والو صافي. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Eh bien, pour elle, d'abord, il faut prendre un moment où elle se stabilise, où elle est rassurée, parce que ce qui est très important, c'est qu'elle se sente en sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de mieux comprendre pourquoi elle est arrivée à être petite bonne, d'où vient sa famille, comment est sa famille. Apparemment, d'après le peu d'informations qu'on ait, c'est qu'elle est orpheline de père et que ce serait son frère qui l'ait placée, donc de voir depuis quand, comment, d'essayer de voir cette famille, donc d'aller où elle est. Et elle est dans la région de Oujda, donc dans l'oriental, partir. Mais avec son aval, c'est important parce qu'il faut qu'elle comprenne aussi qu'on ne va pas la remettre là-bas et évaluer s'il est possible de retourner ou pas. S'il n'est pas possible, ben, elle va être comme tous les autres enfants, scolarisée et avoir un projet de vie comme tous les autres enfants. Mais la patronne sera par contre poursuivie, ça c'est clair. Baïti, c'est 45 salariés. En 14 ans d'existence, l'ONG a pris en charge près de 18 000 enfants, enfants des rues, enfants exploités ou abusés. Une telle structure a un coût, 550 000 € de budget annuel, et il n'est pas toujours facile de trouver l'argent. Pourtant, les cas sont de plus en plus nombreux. Ce jour-là, Najat et son équipe évoquent le cas d'une petite fille de 7 ans, abusée par son père. Qu'est-ce qu'on compte faire? Quelles sont les étapes suivantes? Elle a fait son examen médico-légal. Il y a la poursuite judiciaire. C'est l'avocat, c'est Maître Hatimi qui va suivre ce dossier. Donc elle est saisie. Selon Baïti, il semblerait que depuis 1995, les mentalités aient un peu évolué. Cependant, il reste encore aux autorités marocaines un long chemin à parcourir. C'est vrai qu'il y a des acquis. Bon, nous, on aimerait que ça aille mieux et plus vite. Pourquoi il y a encore des obstacles? Il y a des obstacles de taille. Il y a encore une mentalité.
et ça clairement au niveau d'une société dans sa globalité, qui refuse de reconnaître ce problème, ou qui considère les enfants comme la saleté qui entache l'image du pays. Ça, on a encore ça. Ou qui, quand elle voit une fille dans la rue, elle la condamne parce que c'est une prostituée jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, on a encore ce problème-là. Et un autre point aussi, c'est qu'on a un gros problème qui est actuellement pour nous, c'est la problématique des familles. Donc les familles qui sont en difficulté, des familles qui ne sont pas capables de protéger leurs enfants, des familles qui exploitent leurs enfants ou sexuellement ou économiquement. Et là, effectivement, il y a deux solutions. C'est ou vous prenez tous ces parents et vous les mettez en tôle, ce qui est peut-être pas ce qu'on souhaite, sauf bien sûr quand il y a eu abus, inceste, ou réellement avoir des actions d'accompagnement de ses parents. Et ça, Beïti essaye, mais on ne peut pas couvrir tout le territoire marocain. Et le problème, c'est que si on traîne, et si on traîne de plus en plus, et que s'il y a des enfants qui passent des années dans la rue, ils ne sont plus récupérables. Et ça, malheureusement, il y a cette partie-là, cette dimension qui est importante. 22h30. La journée n'est pas finie pour Rachid et Hamid. La nuit est celle de tous les dangers pour les enfants des rues, souvent victimes d'agressions et de viols. C'est aussi le moment où ils se regroupent pour dormir, une occasion pour les éducateurs d'entrer en contact avec eux. Nous sommes en bord de mer, un endroit propice à la mendicité lorsque la police ne s'en mêle pas. سير 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 حي سير حي. Je pense qu'on va les trouver ici. C'est Rachid. Ça va. Ça y est. Vous êtes combien ici? Nous sommes 6. En fait, nous sommes 12. Oui, 12, je pense. Depuis combien de temps vivez-vous dans la rue? Trois mois. Ça, c'est le plus ancien, c'est Mehdi. C'est le plus ancien. Le plus ancien, c'est Mehdi. 4 ans. Et le petit, c'est 3 ans. Le petit, c'est Khalil, il a une douzaine d'années. Dans sa main, un chiffon imbibé de colle. La rue, c'est trop dur, alors, pour oublier, il sniffe toute la journée. Pourquoi es-tu dans la rue? Hein? Donc il a toujours des conflits avec son père. Donc il me tabasse. Il me tape partout, sur les fesses, sur les jambes, à la tête aussi. J'ai eu un accident avec un bus et un taxi et mon père continue à me taper. Là, sur la tête. Après s'être assuré que les enfants allaient bien, Rachid et Hamid prennent la direction de la gare routière. Au cours de leur recherche, rien n'est oublié, ni l'arrière des bus, ni les buissons. Ici, 2 adolescents dorment sous une couverture. Ils sont dans un état critique. Situation inhabituelle à la gare, aucun enfant ne traîne dans les parages. Pour comprendre, Rachid s'approche des cellules du commissariat. Les détenus lui apprendront que la police, prévenue de notre arrivée, vient de rafler tous les enfants de la gare routière. Tous, sauf un. Eman, que l'on retrouve dans le hall. Pour l'éloigner des policiers, Rachid et Hamid l'amènent à leur bureau. Eman vit dans la rue depuis l'âge de 9 ans. Enfant de divorcé, il vivait avec sa mère et son beau-père jusqu'au jour où naît un petit frère. Quand j'étais chez mon beau-père, au début, j'allais à l'école. Et puis après, il a eu un enfant avec ma mère. Il m'a alors demandé de quitter l'école pour aller vendre des sacs de plastique. Ma mère essayait de me défendre, mais mon beau-père me détestait. S'ensuivent alors 4 années de souffrance, de violence, de faim. À 13 ans, Eman tente de survivre comme il peut.
Quand je vois un enfant donner la main à son père, je ressens des choses au fond de moi. Et je me dis que je ne vais quand même pas rester toute ma vie dans la rue. Il faut que je me débrouille, que je trouve un petit travail. Comme ça, je pourrai prendre soin de moi. Et je pourrai avoir des projets. Ça va, Sophia? Sophia, c'est là. 6 heures du matin dans un des foyers de Baïti. L'heure du réveil pour les enfants. Au refuge, ils sont une trentaine de garçons et de filles âgés de 10 à 14 ans. C'est difficile de lever. Hein? C'est difficile? Non, non, c'est très facile pour lui. Ayoub, c'est le seul qui réveille facilement. D'accord. Ouais. Et les autres en général? Oui, surtout le Ayoub Badri, il est difficile à... Vous allez regarder maintenant. Ayoub. Non, non. Aujourd'hui, c'est... Au début, ils n'ont plus de semaines réguliers, mais le temps où ils se trouvent dans l'association, ça commence à prendre des choses comme ça. Ouais. Et ça, on essaie de le respecter nous-mêmes aussi. C'est-à-dire ça veut dire qu'il faut respecter l'heure de coucher, il faut respecter l'heure de réveil, il faut comme ça... Il y a un rythme qui est fait. Il y a un rythme qu'il faut le prendre et qu'il faut le respecter aussi. C'est important de leur apprendre ça? Oui, c'est important. Pourquoi? Pour être autonome dans le futur, etc. D'accord. Voilà. Vous êtes en train d'en faire des hommes parfaits? Oui, on le souhaite. On souhaite. C'est possible ça dans une société comme celle du Maroc? Oui, pourquoi pas, c'est possible. Tous les enfants qui intègrent Baïti vont à l'école ou en apprentissage. Faïza a 13 ans et Aziz 11 ans. Ils ont été récupérés dans la rue par Baïti, ils avaient alors 2 et 4 ans. Depuis 9 ans, ils vivent au foyer, espérant un jour ou l'autre retourner dans leur famille. Faïza et Aziz sont élèves à l'école primaire du quartier industriel. Ici, les enfants viennent de tous les horizons. Certains sont issus des bidonvilles, situés à la périphérie de Casablanca. D'autres, des bars HLM du quartier. Ce matin-là, cours de français pour Faïza. Le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Levez les ardoises, faites voir. Fais ici, Faïza. Fais voir. Le verbe avoir. Ce n'est pas O. Corrige et viens ici. Corrige, oreille, A-I-T. À l'école, on apprend la politesse au lieu de traîner dans les rues. On y apprend beaucoup de choses. Il vaut mieux être en classe pour étudier, au lieu de traîner comme des clochards dans la rue. L'école, c'est mieux. Aziz aussi veut s'en sortir. Hyperactif, déstabilisé, émotif, il a malheureusement souvent du mal à se concentrer. Activez mon ordinateur. Activez mon ordinateur. Non, comment il est? Elle est petite, avec imprime de couleur. En couleur. Bien, vos places. Oui, prenez vos lectures. C'est un beau d'élève? Il est toujours en absence. Il est rêveur? Oui, beaucoup. Il bouge beaucoup, il n'arrête pas de bouger. Et toujours, il apporte des jouets. Il ne donne pas d'importance aux leçons. Il va bien réussir à s'en sortir? Peut-être. Dernièrement, il ne fait rien en classe. En fait, Aziz, comme d'autres enfants, souffre de sa situation familiale. Sa mère lui manque.
C'est pour atténuer ces séparations que Bahiti organise chaque week-end des rencontres familiales en forêt. Des moments de détente où enfants, parents, oncles, grand-mères apprennent pour certains à se connaître, pour d'autres à tenter de consolider ce qui s'est cassé. Il y a deux objectifs. Le premier, immédiat, c'est faire en sorte, quand il y a des difficultés dans les liens familiaux, d'essayer de renouer, et de renouer le contact progressivement, et ça c'est important. Le deuxième point, c'est de préparer la réinsertion familiale, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui passent des week-ends, qui y vont, mais il y a des réticences, et la sortie d'aujourd'hui était particulièrement ciblée et destinée aux parents avec des grandes difficultés, qui sont eux-mêmes dans des grandes difficultés pour lesquelles, qu'on appelle parents en situation difficile eux-mêmes. Donc on avait besoin de renouer, de commencer pas à pas, pas à pas, pas à pas. Renouer les liens avec Faiza et Aziz, c'est ce que tente depuis déjà un an Fatna, leur mère. Tout commence en 1999. Battue, humiliée par son mari, elle décide alors de quitter le domicile conjugal. Une fuite sans se retourner et 2 enfants en bas âge qu'elle laisse à un mari violent. Après son départ, la situation se dégrade. Plus tard, j'ai appris qu'il les sortait dans la rue, les poussait à mendier, à lui fournir de l'argent pour qu'ils se saoulent. Si j'avais su qu'il les traiterait comme il l'a fait, je ne les aurais jamais abandonnés. Même s'il avait fallu qu'on se retrouve sans toit, on aurait été ensemble. En fait, je n'ai pas réfléchi et j'ai regretté. Des regrets, beaucoup de regrets sur les jours où je les ai abandonnés. Je regrette ces 10 années de séparation. Depuis un an, grâce à Bahiti, Fatna a recommencé à voir ses enfants et à recréer les liens. Aujourd'hui, je suis heureuse de les voir, j'ai de l'espoir. Petit à petit, ils commencent à savoir se prendre en charge, même s'ils ont encore besoin d'aide. Pas comme lorsqu'ils étaient tout petits, qu'ils étaient séparés de leurs parents. À cette époque, je venais juste jeter un coup d'œil sur eux et puis je repartais. Ce que je voudrais, c'est rentrer chez moi. Ne pas rester éternellement à Bahiti. Partir avec maman? C'est dans ce bidonville du marché central de Casablanca que vit Fatna. Près de 50 000 personnes habitent dans ce cloaque créé en 1930. Ici, tout est synonyme de précarité et de misère. Najat, accompagnée d'Iman, l'assistante sociale, rend visite à Fatna qui accueille ses enfants pour le dimanche. Sa maison, faite de tôle et de carton, ne mesure pas plus de 3 mètres carrés. Pour Najat, l'exiguïté des lieux est un problème. Difficile de vivre à 3 dans un tel endroit. Reste que ce bidonville devrait être détruit d'ici à 2010. Fatna pourrait alors être relogée. On était en train de faire une mise au point sur la suite à donner, donc où est-ce qu'on en est actuellement et qu'est-ce qu'il attend. Et ce qui était important, c'était le point, on avait fait le point sur la situation des enfants. Donc si on va dans une réinsertion définitive dans un an, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Effectivement, elle s'est stabilisée, mais il y a 2 points. Il y a 2 points, d'abord le cadre de vie, donc il faut qu'on sache quand il y aura ce relogement, donc il faut qu'on analyse avec elle quand. Le deuxième point, c'est aussi sa stabilité économique, parce qu'elle ne peut pas continuer à gagner un jour, ne pas gagner 2 jours, ne pas gagner 3 jours. Et donc, on parlait de la possibilité de monter un projet. Pour cela, Bahiti devra établir un bilan des compétences de Fatna afin de l'aider à trouver un emploi stable. Jusqu'à présent, seuls 35% des enfants suivis par Bahiti ont pu être réinsérés dans leur milieu familial. Najat dit qu'il faut, pour qu'il y ait réinsertion, à la fois une sécurité économique et affective. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Oui. Pourquoi? Allège. Je suis d'accord pour prendre mes enfants. Et je sais qu'il me faut des revenus réguliers qui me permettent d'assumer leur prise en charge pour qu'ils n'aient besoin de rien.
Et toi, Faiza, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je préférerais habiter ailleurs, mais si cela n'est pas possible, je vivrai ici, avec ma mère. C'est pas des enfants ou des cas, c'est des vies. C'est beaucoup de vies, et c'est beaucoup de vies qui, à un moment, se brisent, à un moment, se restructurent, à un moment... Et ça m'inspire aussi beaucoup d'émotions, et ça m'inspire aussi toute la difficulté du travail qu'il y a à accomplir, et tout l'accompagnement qui a été fait et qui doit être encore fait. Mais en même temps, ça me rassure, parce que je sens que c'est pas façonné, qu'il y a du réel sentiment, vraiment de l'amour, du lien, de la fusion. Et puis il y a de la volonté, et ça, je crois qu'on peut y arriver. Direction Bara Oulad Amran, un petit village situé à 250 km de Casablanca. Ce jour-là, Iman, l'assistante sociale, rend visite à Salima, une fillette de 13 ans, placée à l'âge de 5 ans dans une famille comme bonne à tout faire. Aujourd'hui, avec l'aide de l'association, Salima vit avec ses parents. Fatia, la mère, travaille à la maison et élève ses 9 enfants. Bouaza, le père, est agriculteur saisonnier et ne gagne que 25 € par mois, pas assez pour nourrir toute la famille. Il nous explique pourquoi ils ont vendu leur fille. La situation était difficile, nous n'avions rien. Je ne travaillais pas et un homme est venu me proposer de donner ma fille à des personnes pour qu'elles travaillent pour eux. Ils avaient dit faire des petites courses seulement. Bien sûr, on envisageait qu'elle en fasse un tout petit peu plus pour aider, comme laver les verres, passer la serpillière dans la cuisine, aider un peu. On le savait. On n'est pas né de la dernière pluie. La première fois que je lui ai rendu visite, je les trouvais bien. Quand j'allais les voir, ils me donnaient mon argent et je revenais dans la journée, car j'avais un enfant aveugle que personne ne pouvait garder. 3 jours après, on m'a dit que la petite avait fui. J'y suis allée. On a retrouvé ma fille. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a raconté qu'elle avait fui parce qu'on la battait. J'ai eu beaucoup de peine pour ma petite. Quelle mère n'aurait pas de peine en voyant son petit cœur meurtri? Salima et sa famille vivent à 11 dans cette maison d'à peine 10 mètres carrés. Aucune intimité, difficile alors pour elle d'étudier. Après sa fugue, elle a été prise en charge par Baïti. Depuis, elle va à l'école, d'où la présence d'Iman pour un bilan de fin d'année. Le nouvel, c'est que la petite est scolarisée en 6e année primaire. Donc, il est stable, il est bien intégré au sein de sa famille. Il a fait un effort aussi, grâce bien sûr à le degré de la sensibilisation de ses parents, grâce à l'équipe de Baïti. Donc, actuellement, il est bien. Mais c'est pas le risque, mais ce qui me fait peur, c'est son intégration au collège, parce que le collège il est loin de village. Donc c'est là où on va voir comment on peut intervenir pour régler ce problème. Les études au collège de Salima vont être payées par l'association. Mais Bouaza et Fatia ont encore 3 filles en bas âge. Une question se pose, risquent-elles de se retrouver un jour petites bonnes comme leur sœur? Tu es sûre? Allèche. Il n'osera pas les envoyer. Vu que moi j'ai raconté mon histoire, il aura peur. Il n'en verra plus personne. Vous êtes là. Et en plus, il commence à se rendre compte que les enfants ont des droits. Il y a des films qui passent à la télé là-dessus. Et il commence à comprendre. Si Salima a fini par réintégrer le milieu familial, Mouna, elle, délivrée de son calvaire, entame un long chemin vers la réinsertion. Comment s'appelle votre chaîne?
Première étape, le tribunal où, accompagnée de Najat, elle rencontre le juge des enfants. Il lui explique qu'elle sera prise en charge par l'ONG. Tous ceux qui sont passés chez eux ont réussi, tu sais. Moi, je ne voulais pas rester chez l'autre. Elle me frappait beaucoup. Chez qui? Chez Bouchra. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas retourner chez elle. Si au Maroc, la législation interdit le travail des enfants, rares sont les juges qui condamnent leur exploitation. Changer les mentalités n'est jamais chose facile. Lorsqu'on regarde la population marocaine, elle est très dure vis-à-vis de ses enfants. Quel est votre sentiment? On ne peut pas généraliser. Les droits des enfants, ce n'est pas seulement une question de réforme et de politique. C'est aussi une question de mentalité. Il faut amener la population à comprendre que les enfants sont des êtres en devenir et des êtres qui sont le futur de ce pays. Les criminels, les vrais, Najat, elle, souhaite les voir condamnés, ce qui est assez rare au Maroc où le bakchiche est encore couramment utilisé. J'attends que la personne qui a exploité soit poursuivie et jugée pour les faits, pour qu'il n'y ait pas d'autres cas comme ça. Vous êtes optimiste sur cette affaire-là? Si, je suis optimiste. Je suis optimiste vu la tournure que ça a pris, puisque la personne n'est pas repartie chez elle, puisque l'instruction continue et que la petite, on la ramène avec nous. Et ça, clairement, je suis ravie. Ça valait le coup d'attendre. Optimiste, pourquoi pas? Le gouvernement marocain s'est fixé comme objectif la fin de l'exploitation de petites bonnes et plus d'enfants dans les rues dès 2010. Protéger un enfant depuis le ventre de sa mère jusqu'à ses 18 ans n'est pas chose facile. Et bien sûr, il y a des obstacles. Le Maroc est un pays jeune, c'est un pays qui n'a pas énormément de moyens. C'est obligé qu'on se retrouve face à des obstacles pour parvenir à protéger nos enfants, comme c'est indiqué dans les lois internationales. Mais j'aimerais par contre souligner qu'il y a une réelle volonté politique qui va dans ce sens. Une volonté politique que la justice n'a pas entendue. L'employeuse de Mouna n'a pas été condamnée. Depuis 2006, Baïti a créé une ferme-école située en pleine campagne et à 200 km de Casablanca. La ferme accueille 20 jeunes, tous anciens enfants des rues. Elle est destinée à la formation d'ouvriers agricoles spécialisés. L'apprentissage commence à l'âge de 15 ans et la formation s'étale sur 3 ans. Parmi les apprentis se trouve Ashraf. Nous l'avions rencontré à Baïti en 1999. Il avait alors 11 ans. Voilà comment il voyait son avenir. Son frère a transporté et ton féminin singulier. L'école, ça nous permet de construire notre avenir. Et puis, grâce à l'école, tu apprends à parler. Si à 11 ans, Ashraf considérait l'école comme un tremplin, 3 ans plus tard, il retombait dans la rue. Une rue qui lui colla à la peau jusqu'à l'âge de 17 ans. La rue, on y apprend des choses pas bien, mais il y a aussi des choses bien. Tu apprends à fréquenter les autres et comment te comporter avec eux. C'est une autre vie. Même si c'est très difficile de vivre avec d'autres, tu apprends à le faire. Tu apprends comment trouver à manger, comment survivre avec les autres. C'est vrai que la rue, c'est très difficile. Et on n'a rien à y faire. Aujourd'hui, Ashraf a 21 ans et c'est un regard compréhensif qu'il pose sur les enfants des rues. Quand je les vois, je me vois à leur âge. Même si moi, je suis toujours un petit peu comme eux, j'ai beaucoup de peine de voir quelqu'un mal se comporter avec eux, de les voir cirer les chaussures des autres, de vendre les cigarettes au détail, au lieu d'être à l'école. Mais ils ne le font pas par plaisir. Ce sont les circonstances qui veulent cela. Ce sont les parents qui les mettent dehors pour qu'ils ramènent de l'argent. Comment vois-tu ton avenir? Comment je vois mon avenir? Depuis que je suis ici à la ferme de Baïti, que j'ai fait ma formation et que j'ai eu mon diplôme, je pense réaliser mon propre projet. Le projet de ma vie, c'est de pouvoir créer une pépinière.
Je rêve, mais je ne vais pas cesser de rêver pour y arriver. Je sais qu'il faut beaucoup de moyens, mais je vais tout faire pour y arriver. Je le veux. Je veux que ce projet soit grandiose et que je puisse gagner de l'argent pour pouvoir faire vivre ma famille chez moi. C'est mon rêve. Régulièrement, la ferme-école accueille aussi des jeunes de la rue en grande souffrance pour ce que Bahiti appelle un séjour de rupture. Ce matin-là, les éducateurs en accueillent 4 qui ont décidé de sauter le pas et de venir en période d'observation. La rue, ils ne la supportent plus. Leur objectif aujourd'hui est de pouvoir décrocher et s'en sortir. Petit tour du propriétaire avec Rachid. Ici aussi, il y a des règles. Ils sont motivés? Il faut poser la question aux enfants. واش انتم متحمسين باش جايين لهنايا؟ ها؟ حاسين بزاف كاع. والمهم نتمنوا من الله تكونوا على عند. نشوفوا بعدا نولفوا بعدا. هذيك من حقك. هذيك من حقك. تعرف شنو كاين. وهذا هو الهدف علاش جينا حنايا. Des doutes, toujours des doutes. Outre les enfants des rues, la ferme-école a aussi ouvert ses portes aux enfants des paysans de la région. Parmi eux, il y a Ibtissam, âgée de 17 ans. En 2 ans de présence à la ferme, elle a appris à connaître et à aimer ses camarades d'école. Je voudrais dire aux gens normaux que ces jeunes ont leur personnalité. Ce sont des êtres humains et qu'ils doivent les aider à construire leur avenir. Parce qu'ils ont souvent un but dans la vie. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de le réaliser et de se construire. À moi, ils m'ont appris des choses que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui ils étaient. J'ai appris d'eux que l'on pouvait construire son avenir, et nous, on leur a appris à oublier ce qu'ils ont vécu et à redémarrer une nouvelle vie. Retour à Casablanca. Nouvelle maraude de nuit pour Rachid et Hamid. Aux abords de la gare, ils croisent Mustapha. Il a 14 ans et vit dans la rue depuis l'âge de 10 ans. À ses côtés, son protecteur, qui tente de se dissimuler. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-le, laisse-le. Laisse-le. Où étais-tu, toi? Dis-moi, t'as bien sniffé? Tu n'es pas avec nous, là? Dis-moi. Je n'ai pas réussi à vous joindre. On m'a piqué mon téléphone. J'ai essayé, c'est vrai. Pour pouvoir se nourrir et se payer son tube de colle quotidien, Mustapha se prostitue. Ce soir-là, il est sous l'emprise de la drogue. Rachid a décidé d'en parler avec lui et de lui rappeler les engagements qu'il avait pris. Je te fais un rappel. Je te fais un rappel. La fois d'avant, tu avais dit que tu allais arrêter de sniffer la colle. Alors, vrai ou pas? C'est vrai. Et pourtant, tu t'y es engagé. Là, tu détruis tes chances en te droguant. De notre côté, on respecte notre part du marché. Tu viens, on t'écoute, tu peux manger et boire, faire des activités et passer une bonne journée avec nous. Mais les 2 dernières fois qu'on t'a vu, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu allais arrêter et promis, Mustapha ne recommencera pas. Et alors? Tu n'as pas d'excuses. C'est pour ton bien, pas pour le mien. C'est pour ton bien. Nous, on travaille pour toi. Et si tu veux qu'on continue, il faut que tu nous aides. On ne te demande pas grand-chose. On te demande simplement d'arrêter de prendre de la colle. Et après, on verra. Pourquoi tu ne respectes pas cet engagement? Pourquoi tu triches? C'est dur d'en finir avec ça? Dis-moi, c'est dur? Oui, très très dur. Quand je suis rentré de Mohamedia,
J'étais comme un serpent sans tête, en train de gigoter dans tous les sens. J'ai commencé à chercher de la colle. Dès que je suis rentré, je ne pensais ni à la nourriture, ni à quoi que ce soit d'autre. Je ne pensais qu'à ça. Vous vous battez beaucoup pour lui, mais est-ce que cet enfant, vous allez réussir à le récupérer, à en faire quelque chose? Écoutez, ça c'est un défi pour nous. Et on estime bien à gagner ce défi-là. Donc c'est parce que nous, on travaille avec des êtres humains, pas des machines. La machine, quand il tombe en panne, donc on peut la réparer ou bien la jeter. Donc l'être humain, donc on ne peut pas avoir des estimations. On peut réussir avec lui comme on ne peut pas réussir. Donc ça dépend de sa volonté et du travail effectué avec lui, par l'équipe éducative. Bien. Bon, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Quel jour reviens-tu? Mardi. Alors on se voit mardi, je le mets sur le planning. Tu viens mardi et je t'attends, ok? D'accord. Allez, va, que Dieu te garde. Prends soin de toi. Cette nuit-là, Mustapha dormira à la gare, se prostituera pour gagner de l'argent et sniffera beaucoup de colle pour oublier. Le pari est loin d'être gagné.